Bien, donc la première décision modificative de l'année. L'idée, c'est donc de mettre en phase le budget avec les coûts financiers liés au coronavirus, en tous les cas ceux que l'on a pour l'instant répertoriés. En fonctionnement, donc toujours nos deux budgets, en fonctionnement, les recettes et les dépenses ont été touchées. Les recettes ont été touchées par des décisions qu'on a prises, et les dépenses, on va le voir, par des obligations, notamment vis-à-vis du CCAS. Les recettes réelles, en 70, les produits et services de domaine vont baisser de 10 350 €. Ce sont des annulations d'événements sur le domaine public qui font cette baisse de recettes. Sur les impôts et taxes, on a une baisse de 391 950 €. Cette baisse est liée à la baisse de la DMTO, donc les droits de mutation, à la baisse de la TCFE, la taxe sur l'électricité, sur la TLPE également, où on a fait une diminution de l'ordre de 17% de la TLPE cette année, ce qui correspond à 2 mois de réduction de cette taxe payée par les entreprises sur leur publicité, et également une baisse des droits de place et de marché. En ce qui concerne le chapitre 74, dotation et subventions, elle est en baisse les recettes sont en baisse de 76 000 €. C'est le décalage de la 1000 DK sur 2021 et également une annulation de subventions de la Cité des Arts. La grosse baisse très significative, c'est celle sur le chapitre 75 aux autres produits. Sur les 955 377 € de baisse, il y a 850 000 qui sont évalués comme une baisse due à l'annulation du contrôle du stationnement, contrôle qui devrait reprendre le 2 juin. En ce qui concerne les annulations de loyers et d'autres redevances, elles vont intervenir pour 72 500 €, et on a également 32 877 € d'annulations diverses. Donc, nos baisses de recettes que nous avons décidées, ou qui vont être impactées par la baisse de l'activité, notamment l'activité des notaires, représentent au total 1 433 677 €. En face, sur les dépenses, qu'est-ce qu'on constate? Les chapitres 11 et 12 ne sont pas touchés actuellement par l'ADM. Le chapitre 11, lui, voit une augmentation des coûts, notamment tout ce qui concerne les masques, les achats des tissus, les achats de l'hydroalcool. Par contre, ces surcoûts sont diminués par des économies qui sont faites, notamment des économies d'activités qui ne vont pas se produire du fait du confinement. Sur les charges du personnel, pour l'instant, on ne touche absolument à rien. On considère que le budget continue à vivre tel qu'il a été voté en mars. Les charges de gestion courante, le 65, c'est le chapitre des subventions. Nous avons décidé une subvention exceptionnelle au CCAS de l'ordre de 460 000 €. Cette subvention va compenser des baisses de recettes du CCAS, notamment en hébergement. Le CCAS voit ses recettes diminuer sur ces chapitres-là et également sur d'autres chapitres de recettes. Mais pour commencer à compenser cette augmentation de charges, nous avons décidé de tirer sur le chapitre 22, qui est le chapitre des dépenses imprévues, chapitre qu'on ramène d'ores et déjà à 0. Ce qui fait que la section de fonctionnement augmente de 309 835 €. Les budgets doivent absolument être équilibrés, donc pour équilibrer le moins 1400 € d'un côté, le plus 309 de l'autre, il nous faut trouver 1743 €. C'est 1 million, oui, ça serait trop beau. 1 743 512 €. Que l'on réduit donc le virement à la section d'investissement de ce montant-là. En fait, ça consiste à baisser les recettes d'investissement de ce montant.
L'incidence sur le fonctionnement, c'est une incidence, Michel l'a expliqué, par rapport à la contractualisation. La contractualisation a certes sauté, mais si on compare, on regarde où on en est actuellement, on était avec une marge de 155 000 euros de disponible, je dirais, et là maintenant nous tombons au-delà de la barrière de l'ordre de 154 000 euros. Ça veut dire que si la contractualisation était demeurée, l'État serait en mesure de nous reprendre sur l'année 2021 la moitié de ces 154 000 euros. L'opération nous aurait coûté globalement 75 000 euros. En ce qui concerne l'épargne subit la même décroissance que le budget de fonctionnement. 11 290 000 votés en épargne brute initialement, ramené à 9 546 000 euros. C'est donc une épargne brute en baisse de 1 743 000 euros. On touche donc bien évidemment l'épargne nette puisque le capital que nous allons rembourser demeure exactement le même. Nous passons donc d'une épargne nette qui était légèrement positive au budget à 538 000 euros à une épargne nette malheureusement négative de l'ordre de 1 205 000 euros. Ce qui se traduit par le graphique que nous avons vu précédemment. Nous risquons malheureusement de finir l'exercice avec une épargne nette négative, ce qui nous n'était pas arrivé depuis 2014. Je dis bien nous risquons parce que, en fonction de l'évolution tant des recettes que des dépenses, peut-être serons-nous en mesure de limiter la casse. En ce qui concerne l'investissement, les dépenses d'investissement, on constate au chapitre 204 la subvention de 300 000 euros qui est destinée à être versée à la région de façon à apporter de l'aide à l'activité locale. Et c'est vrai que, et Xavier Dulin pourra en parler mieux que moi, ces 300 000 euros, on va essayer de les flécher très particulièrement sur le territoire chambérien, de façon qu'ils viennent réellement en aide à l'économie chambérienne dans la mesure du possible. Acquisitions foncières, elles augmentent de 972 000 euros, c'est simplement une écriture comptable. Précédemment, l'écriture était dans le chapitre 23, on l'a soustrait des chapitres 23, donc elle est dans les moins 2 912 000 et on l'a repassée au niveau acquisition foncière, puisque c'est une acquisition que l'on va faire auprès de Cristal Habitat. Les études et travaux baissent donc, hormis cette opération comptable, de l'ordre de 2 millions d'euros à peu près. Et le compte de tiers baisse de 500 000 euros parce qu'en face, c'est le dossier de l'entrée nord. Comme nous avons renoncé à 500 000 euros de travaux, nous n'en avons donc pas les dépenses, mais on verra que nous n'aurons pas les recettes en face. Donc globalement, les dépenses d'investissement vont baisser de 2 140 000 euros sur cet exercice. Vous avez la liste des travaux qui sont reportés dans le détail de la délibération. En recettes d'investissement, puisqu'il nous faut équilibrer nos comptes, nous avons obtenu une subvention complémentaire de 103 000 euros. L'opération de compte de tiers, comme je vous le disais, qui va baisser de moins 500 000 euros, qui est en parallèle de ce qu'on a vu précédemment. Nous avons donc une baisse des recettes d'investissement de l'ordre de moins 397 000 euros. Comme le budget doit être équilibré et que nous avons fait pour ce faire diminuer le virement d'investissement que nous retrouvons là, nous retombons sur nos 2 140 000 euros. Les deux budgets sont donc ainsi équilibrés. Dernier point, les effets de la décision modificative. L'inscription de l'emprunt, comme vous l'avez vu, ne bouge pas. Nous restons toujours dans une perspective d'emprunter 8 850 000 euros. Nous allons en rembourser 10 700 et quelques, donc nous, normalement, continuerions à nous désendetter de l'ordre d'1,8 million, 1 900 000 euros. Le capital restant dû fin 2020 sera de 110 millions d'euros. Par contre, point sensible de la démarche actuelle, c'est que notre capacité de désendettement remonte à 11,52 années. Je redis que le seuil critique visé par la DGFiP, c'est 12 ans.
qu'entre 10 et 12 ans, on est quand même dans une zone, ce que je qualifierais d'une zone orange, et que nous venons de 7,8 années actuellement à fin 2019. Donc c'est actuellement le point à surveiller. Ce qui mettrait la limite à toute action financière, ça serait éventuellement ces 12 ans qui ferait qu'on risquerait de repasser dans le réseau d'alerte. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voudrais simplement néanmoins souligner les efforts du service finance, où dès le début du confinement, on a eu des volontaires pour télétravailler, voire même pour du présentiel quand c'était nécessaire. Donc ça, c'est à souligner. Ce qui nous a permis d'accélérer les règlements des fournisseurs de la ville de Chambéry. Il nous reste en portefeuille 342 factures, c'est très très peu comparé à notre moyenne habituelle. Il nous reste un dû fournisseur de l'ordre de 900 000 euros à peu près, 950 000 euros, ce qui est quand même relativement exceptionnel, en tous les cas pour la ville, puisque ce n'est vraiment pas dans les schémas habituels. Et autre point que je voulais souligner, effectivement, le questionnement se posera, l'incidence future sur DDM, ça sera la relation qu'on aura avec nos délégataires. Quelle demande risque-t-il de faire? On a, nous, Ville de Chambéry, comme délégataire potentiellement avec problème, ça peut être Sodexo qui revient vers nous, et Q-Park, effectivement. À moindre... et Fian, compte tenu que sa rémunération va être maintenue, ne devrait pas revenir vers nous. Et les autres délégataires ont continué peu ou prou à fonctionner. Donc, normalement, nous ne devrions pas les voir revenir. Et pour répondre un peu à Guy Fajot, je pense que la crise sociale est malheureusement devant nous. Elle est devant nous. Et elle sera en proportion de la crise économique que nous risquons de subir. Et il est vrai que la date butoir du 2 juin est une date qui va être très très sensible parce que ça va être la fin du chômage partiel dans les entreprises. Et là, les entreprises devront prendre des décisions. Soit leur activité aura retrouvé un niveau quasiment normal et les chômeurs partiels pourront être de façon naturelle réintégrés, soit par le coup, certaines entreprises, Michel, tu le disais, certains ont déjà pris des décisions, vont devoir procéder à des licenciements économiques. Et c'est là, à partir de là, que les difficultés réelles vont commencer, le confinement ayant quelque part un peu gelé toutes les situations jusqu'à l'heure qu'il est. Voilà, merci de votre attention. Merci. C'est pour ça que les chiffres qui sont présentés ce soir sont une situation comptable, mais on ne peut pas dire que ça sera la situation au 31 décembre, hein, compte tenu... D'abord, on ne sait pas ce qui va se passer, combien de temps on va rester en confinement, en situation de crise sanitaire. Là, on y est pour jusqu'au 10 juillet. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que c'est prolongé? Comment se passe la rentrée? C'est clair que ce matin, quand on faisait la visite des écoles, la question qu'on avait tous à l'esprit, c'est quid du mois de septembre, quoi. Voilà. Je vous interroge, est-ce qu'il y a-t-il des questions sur ce budget supplémentaire? Monsieur Fajot. Alors, attends, j'ai perdu le truc. Oui, sur les travaux, sur les dépenses d'investissement, donc ils seront moindres hein, par la force des choses. Là, c'est une question, est-ce que ces travaux sont simplement... est-ce que c'est une désinscription budgétaire pour l'année 2020 ou est-ce que c'est simplement reporté pour faire une écriture, disons, transitoire pour permettre de financer... le manque à gagner, voyez ce que je veux dire. Est-ce que, voilà, ça c'est ma première question. Oui. Vous avez deux types de chantiers. Il y a les chantiers qui se sont arrêtés, type Centre-Nord, et de toute façon, le retard pris ces 2 mois, il ne se rattrapera pas. Donc ça veut dire que la dépense, les 500 000 euros, les 2 fois 500 000 euros qui sont supprimés, ils seront rajoutés en 2021 ou en 2022. Mais ils ne pourront pas se faire matériellement en 2020, parce que le chantier a pris du retard. Et puis, il y a d'autres chantiers. Je parlais tout à l'heure, par exemple, l'école de Bellevue. L'école de Bellevue, les choses sont tellement serrées en termes de calendrier de travaux
que si on ne peut pas faire certaines choses pendant les vacances, on peut de toute façon, par exemple, s'il y a une dalle pour recréer une cage d'escalier, il fallait que ça soit fait aux vacances d'avril, de Pâques, ça n'a pas pu être fait aux vacances de Pâques, donc ça veut dire que la construction de l'escalier, elle sera reportée vraisemblablement aux vacances de février l'année prochaine, quoi. Parce que si on veut que la classe fonctionne, il y a finalement d'autres priorités que la montée d'escalier. Donc il y a tout un tas de chantiers qui vont être reportés. De la même manière, on a beaucoup discuté avec le directeur des services. Les entreprises qui ne nous ont pas fait des travaux d'électricité, de peinture, etc., est-ce qu'on leur demandait de reporter sur juin-juillet ce qu'ils n'avaient pas fait sur avril-mai, ou est-ce qu'on met une croix dessus et on dit en juillet-août, la priorité c'est les travaux dans les écoles, et donc on fait les travaux dans les écoles. Et donc le choix qu'on a fait, c'est de dire que la priorité c'était de pouvoir faire en juillet-août ce qui était prévu en juillet-août, et que du coup, on reportait certains travaux qui ne pouvaient pas avoir lieu maintenant. Oui. Il y avait ça. Donc, par exemple, pour Verbois, l'école de Verbois, c'est tout reporté, quoi. Non, l'école de Verbois... Par les études. Il y a 50 000 €, mais de toute façon, les travaux de Verbois, ils commenceront d'ici la fin de l'année, puisque si on veut percevoir la subvention, il faut qu'on ait commencé les travaux d'ici la fin de l'année. Et de toute façon, là-dessus, la maîtrise d'ouvrage choisie a beaucoup travaillé pendant le confinement, parce que c'est le genre de chose qui peut se faire à distance, sur tout le contrat, etc. Et au conseil municipal du mois de juin, on pourra avaliser les choses de manière définitive. Donc on a pris un peu de retard, sur Verbois, on va avoir pris 3 semaines à 1 mois de retard. Fini mes questions. Est-ce que, au-delà de l'engagement de l'État pour les masques, je crois 50% pris en charge annoncé. Annoncé. Ah oui, pour une petite période. Oui. Et annoncé. Ah oui, c'était avant le 13 avril, je crois. Il y a une date. En tout cas, il y a une date. Après le 13 avril. Ou après, pardon. Oui, après. Oui, excusez-moi. Après le 13. Oui, avant, non, ça aurait été quand même miraculeux. Après le 13 avril, au-delà, est-ce qu'il y a communication par l'association des maires de France ou les communes, les intercos, des éléments qui laissent entendre qu'il y aurait d'autres aides de l'État. Je sais qu'il y a un débat sur un certain nombre d'associations d'élus disent qu'il faudrait voir par rapport au FPIC, au fonds de péréquation, donc ça serait, parce qu'on est en positif, mais de toute façon je crois que toute la France est quasiment positive. Mais, bon, ça c'est un autre débat. Est-ce que cette discussion, parce que je ne sais plus le montant pour Chambéry du FPIC et pour la GLO c'est plus important, enfin peu importe le montant, mais c'est quand même une somme, c'est pas une somme minime quand même, il me semble, c'est de voir où on en est de ces discussions. C'est plus en élément d'information, parce qu'on lit un certain nombre de choses, mais bon, on fait clear là pour l'instant. Parce qu'il y a des choses très concrètes, des décisions qui sont prises. La seule décision annoncée dont j'ai connaissance, alors qu'il est, après les masques payés par l'État peut-être, c'est le département qui, vendredi en commission permanente, a annoncé qu'il présenterait à l'ADM une décision où le département verserait 2 € par habitant à chaque commune du département. Ça veut dire que pour la Savoie, pour Chambéry, on touchera 125 000 €. Bon. En ce qui concerne les démarches nationales, l'Association des maires de France, l'Association des villes, enfin toutes ces structures-là, ont effectivement engagé auprès de l'État une demande pour que l'État vienne en aide aux communes sur les frais qui ont été pris pendant cette période et sur les pertes de recettes. On est au tout début de la discussion. Qu'en sera-t-il? J'en sais rien. Mais c'est sûr que c'est une négociation qu'on va suivre avec une très grande attention. Voilà. Sur l'ADM, y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Caraco. Ah, pardon. Monsieur le maire. Voilà. Moi, j'ai 2 questions en fait à vous poser. La première, les dépenses liées à la crise sanitaire, masques, gel, un peu plus de 340 000 €. Alors, j'essaye de comprendre ce qu'il y a dedans et en allant dans le tableau d'information,
je suis arrivé à peu près à reconstituer 40 000 € environ. Donc voilà, je voulais savoir à quoi correspondait le reste. Et puis l'autre question, j'observe que la perte de recettes du stationnement, 850 000 €, ça fait de l'ordre finalement de 60% de la diminution de nos recettes de fonctionnement net, quoi, hein, sur 1 400 000 et quelques. Donc ça fait quelque chose qui est assez élevé. Jusqu'au 11 mai, je comprends bien que, compte tenu de la situation, c'était quelque chose qui était tout à fait explicable. Depuis le 11 mai, l'offre de mobilité alternative à la voiture est repartie, que ce soit les mesures prises par l'agglo pour la location de vélos à la vélostation ou une offre de bus qui, sans être au niveau normal, est à un niveau, correct par rapport à la demande. Donc, pourquoi ne recommencer les contrôles qu'à partir du 1er juin ? Et en plus, les contrôles reprendront progressivement. J'ai un peu de peine à savoir ce que signifie cette phrase. Et puis, je vois également quelque chose. La gratuité sera maintenue entre 12 et 14 heures pour faciliter la fréquentation du centre-ville, des commerces, bars, restaurants. Bon, ça ne m'a jamais convaincu comme mesure, mais elle sera maintenue à partir de quand ? Jusqu'à quand ? À partir du moment où on maintient cette gratuité, quel est l'impact sur le forfait post-stationnement ? Est-ce qu'on passe à 2 forfaits post-stationnement par jour ? Et si je me souviens bien, vous aviez décidé de mettre payant entre 12 et 14 heures, en échange de quoi vous aviez mis la gratuité entre 18 et 19 heures. Donc est-ce que, du même coup, votre projet est de remettre payant entre 18 et 19 heures ? Alors, il ne vous a pas échappé, M. Caraco, que tout le monde n'a pas repris le travail. Et que notamment, jusqu'au 2 juin, l'État incite les employeurs à privilégier le télétravail. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que jusqu'au 2 juin, par rapport aux gens qui habitent dans le centre-ville, il fallait appliquer cette tolérance. En même temps, je ne vous cache pas que ça a pour moi, à mes yeux, une certaine vertu pédagogique. Parce que ceux qui, dans les acteurs économiques, réclamaient la gratuité du stationnement, commencent dès aujourd'hui, au bout de 8 jours, à se rendre compte qu'il y a un grand nombre de places qui ne tournent pas parce qu'il y a les voitures des gens du quartier. Bon. Donc, il y a à la fois le service rendu à la population habitante en permanence et puis le côté pédagogique. Le 2 juin, si j'ai bien compris les messages du gouvernement, la France devrait retrouver un rythme de vie plus normal. Donc la question du stationnement ne se posera, à mes yeux, plus. Reste qu'un certain nombre d'acteurs, notamment les restaurants, sont dans une situation de grande fragilité, quels que soient les systèmes d'aide qui ont été mis en place. Parce que finalement, les restaurants ne sont pas des commerces où il y a des grandes marges et que les critères qui vont être mis en place pour la réouverture, il faudra sans doute diviser le nombre de clients par 2, vont rendre très fragile un certain nombre d'entre eux. Donc il nous a semblé utile, au moment de la remise en route de l'activité économique, de favoriser le retour. On fera un bilan au bout de 6 mois, c'est-à-dire avant la fin de l'année, et puis on décidera. Sur la question plus technique de des considérations liées à cette délibération de principe, le 8 juin, on sera obligé de prendre une délibération détaillée, parce que se pose notamment la question des 2 forfaits post-stationnement, les 2 FPS, et du réajustement du montant du FPS, compte tenu du fait qu'on n'est plus sur la journée, mais éventuellement sur des demi-journées. Donc on aura un débat à cette occasion-là le 8 juin. Monsieur Fajot, vous aviez relevé le doigt. Ah bon, ok. Alors, oui ? Vous n'avez pas répondu à ma question concernant le contenu des nouvelles dépenses liées à la crise sanitaire. On va vous passer le détail. Il y a donc effectivement les gels, le masque, il y a le plexiglas,
Il y a certains travaux qui sont obligés d'être faits dans des bâtiments communaux, y compris dans les écoles, il y a des ajustements qui ont dû être faits, etc. Donc on vous donnera le détail de ces dépenses. Voilà, j'en reste là, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? La délibération est adoptée.